après charges sociales et prélèvement à la source. Donc je ne vais pas vous parler depuis un endroit inquiétant, mais Quel pays? mon inquiétement, le pays se trouve juste derrière Hayange, Agondange et Longwy. Il s'agit du Luxembourg, et depuis ce lieu d'observation de la Lotharingie du Nord et de nos difficultés françaises, je bénéficie d'un contraste observationnel assez inquiétant sur ce que nous avons vu au cours des mois récents, c'est-à-dire une intensification des frustrations collectives à un point qui me semble avoir été sous-estimé au cours des années récentes. Je veux dire par là que l'ensemble des propos que nous avons tenus sont inquiétants, mais je crains simplement que la puissance publique s'est trouvée assez souvent en situation de se lancer dans un biais d'optimisme pour tenter de mieux maîtriser une situation qui se disloque progressivement. Tout à l'heure, Gilles Kepel parlait des vibrations du sol. Et les vibrations du sol français, du point de vue des dynamiques sociales, relèvent de questions extrêmement, d'une nature extrêmement inquiétante. Et je voulais surtout insister sur le fait qu'au cours des années récentes, nous avons trop souvent ignoré le caractère de montée par capillarité des difficultés sociales en France. À l'instant, nous parlions des difficultés sociales de nos jeunes doctorants. Ce ne sont malheureusement pas les seules difficultés que l'on mesure dans ce pays. Ce sont malheureusement des difficultés qui remontent progressivement. Voilà 31 ans, on inventait le revenu au minimum d'insertion. Nous avons, à plusieurs reprises en France, pris des décisions avec une quinzaine d'années de retard. Et je voudrais juste insister sur le fait que, par un manque peut-être de précision dans les diagnostics sociaux que nous faisons aujourd'hui, nous risquons encore une fois d'avoir 15 ans de retard sur les urgences sociales. Juste pour insister sur ce point. En fait, quand nous parlons aujourd'hui des gilets jaunes, nous avons tendance à parler d'une minorité en situation de rébellion sociale. J'insiste simplement sur le fait que tout un ensemble nos concitoyens, pas simplement en Lorraine, mais même à l'intérieur de Paris intramuros, constatent depuis 40 ans la stagnation du salaire médian. Nous constatons depuis longtemps une dévalorisation, un déclassement social des titres scolaires. La licence ne correspond plus à une entrée certaine dans le monde des cadres. Nous sommes dans une situation où le déclassement social par rapport au logement n'est pas simplement partagé par les doctorants qui reviennent de l'étranger. Il est simplement le fait que, en 1984, un salaire médian dans Paris permettait d'acheter 9 mètres carrés. Aujourd'hui, un salaire médian dans Paris ne permet plus d'acheter que 3 mètres carrés. Il existe un déclassement social généralisé, systémique. À l'instant, vous avez parlé d'une situation de paupérisation de l'intégralité du système. C'est effectivement ce à quoi nous assistons récemment. Et il existe aujourd'hui une déprise progressive des classes moyennes salariées par rapport à leurs conditions d'existence. Si maintenant, même les retraités, qui sont très loin d'être la population le plus à risque de pauvreté aujourd'hui, se rebellent, il me semble effectivement qu'il y a urgence à prendre vraiment conscience de l'intensité des frustrations sociales qui existent aujourd'hui et à répondre à ces frustrations extrêmes. Merci. Vous refusiez l'idée, vous modériez l'idée à l'instant de relance économique. Il s'agit de la nécessité d'une relance civilisationnelle et d'un retour à une question centrale qui a été portée par Victor Hugo, le travail fier, mais dur, mais surtout le travail dont le salaire net rapporte. Nous sommes dans une situation où de nombreux jeunes aujourd'hui constatent l'existence de l'invention du travail gratuit dans un grand nombre de secteurs de l'activité humaine. Ces jeunes affamés, les jeunes générations que nous voyons poindre au sein des classes moyennes supérieures, classe moyenne supérieure du point de vue du diplôme, classe paupérisée du point de vue du revenu, nous amènent aujourd'hui en France à nous interroger sur le réinvestissement dans l'ordre public et la sécurité publique comme grande urgence. Je pense surtout
qu'il est important de réinvestir dans une forme de refondation nationale. Je pense à Sun Yat-sen. Nous avons ici, dans ce pays, un besoin urgent de réorientation, notamment économique, mais aussi de valeurs, de façon à ce que le travail jeune d'aujourd'hui soit de nouveau possible dans ce pays. Merci beaucoup, Louis Chauvel. Christine Erel, vous dirigez le Centre d'études de l'emploi et du travail au CNAM. Peut-être une remarque là-dessus. Merci, Monsieur le Président, pour votre invitation. Et donc, moi, je souhaiterais revenir sur la question des inégalités dans l'emploi et au travail, puisque, comme cela a déjà été souligné dans cette soirée, les Gilets jaunes sont, pour un grand nombre d'entre eux, des gens qui sont en emploi. Et donc, je pense qu'il est important de se poser ces questions sur les inégalités qu'ils vivent dans leur situation de travail et d'emploi. Alors, ceci dans un double contexte. Je pense que le contexte actuel est marqué, d'une part, par des mécanismes d'innovation technologique qui ont tendance à être biaisés en faveur des plus qualifiés, donc les plus touchés par les destructions d'emplois, par les transformations des emplois sont les moins qualifiés aujourd'hui. Et puis, le contexte français est marqué aussi par un niveau de chômage élevé qui met la pression sur ceux qui sont en emploi et qui rend difficile pour eux souvent la capacité de négocier, de discuter de leurs conditions de travail et d'emploi. Alors, dans ce contexte-là, je voudrais donc souligner 3 types de problèmes en matière d'égalité, d'inégalité dans le travail et l'emploi. Un premier type de problème concerne les enjeux de qualité de l'emploi. Alors en France, pour avoir une note positive, on a réussi à contenir jusqu'à présent la croissance des inégalités de salaire que l'on observe dans de nombreux pays occidentaux, et ce sans doute grâce au salaire minimum, grâce aussi aux mécanismes de négociation collective qui ont joué très fortement sur ces évolutions. Donc ça, c'est un point positif. Parmi les points plus négatifs, on a observé malgré tout en France une croissance de formes d'emploi qui sont des formes précaires, en particulier donc, au sein des contrats à durée déterminée. On a noté ces dernières années une croissance des contrats de durée très courte qui ne permettent pas donc, aux gens d'avoir une projection dans l'avenir et donc d'avoir une vision positive, sécurisante de leur travail. De la même manière, on constate aussi un usage des nouvelles technologies dans certains cas, dans certaines entreprises, ça n'est pas toujours le cas, un usage des nouvelles technologies qui va vers un nouveau taylorisme qui a tendance à décomposer, à fragmenter les tâches, à surveiller, à contrôler. Et ça, ce sont des choses qui sont effectivement très mal perçues par les salariés dans leur emploi. En fait, c'est un peu comme s'ils devenaient des robots au service de la machine avant même d'être peut-être un jour remplacés par ces robots. Donc ça, ce sont des points effectivement qui sont des points inquiétants sur lesquels des solutions existent certainement, solutions qui doivent être aménagées dans les entreprises. Donc la question par rapport à ce sujet, c'est de savoir comment accompagner, comment aider effectivement les entreprises à entrer dans cette logique d'accompagnement vers une meilleure qualité de l'emploi et du travail. Alors certains outils ont été un petit peu évoqués tout à l'heure, par exemple la responsabilité sociale des entreprises. Je pense que c'est effectivement un point central. En France, elle reste malheureusement cantonnée aux grandes entreprises. Il y a très peu d'outils de ce type qui sont utilisés dans les petites et moyennes entreprises, alors que par exemple en Allemagne, ils le sont davantage. Donc je pense qu'une réflexion sur cette question est vraiment très importante. J'aurais 2 autres points un petit peu plus rapides. Le second, c'est en ce qui concerne toujours ces inégalités dans le travail, la question des inégalités d'accès à la formation professionnelle. Les réformes récentes ont mis la formation professionnelle au cœur des politiques de l'emploi comme un outil de progression dans les carrières pour les individus, et de ce point de vue, on ne peut qu'être d'accord. Ensuite, la question qui va se poser, c'est la question de l'accès effectif à ces dispositifs de formation professionnelle, puisqu'on sait aujourd'hui que les inégalités sont fortes en termes de niveau de qualification initiale, en termes de genre, en termes de situation dans la vie familiale et personnelle. Il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de barrières à la formation. Parmi les plus simples, par exemple, le fait d'avoir accès à des services de garde d'enfants.
qui peuvent éventuellement avoir des horaires adaptés, le fait de pouvoir prendre des transports avec un coût suffisamment faible pour pouvoir suivre ces formations. Donc la question des inégalités d'accès est une question fondamentale, et donc il me semble que là aussi, ça doit être un point de vigilance dans la mise en œuvre de ces politiques de formation. Et un tout dernier point, on n'a pas parlé jusqu'à présent, ou très peu il me semble, des inégalités de genre. Or, aujourd'hui est paru, dans le cadre du Printemps de l'économie, un sondage qui montre que 57% des Françaises et un peu moins de 50% de la totalité des Français interrogés pensent que les inégalités de salaire dans les entreprises ne disparaîtront jamais. Il me semble que c'est un point, là aussi, qui soulève des questions, puisqu'on a effectivement de nos très nombreuses politiques qui ont été mises en œuvre dans cette direction, ce qui est bien sûr une bonne chose, mais visiblement, pour l'instant, elles n'ont pas convaincu. Or, je pense que dans les Gilets jaunes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président, il y avait effectivement aussi des femmes isolées, en situation de famille monoparentale, et donc cette question de l'égalité salariale femmes-hommes est une question fondamentale aujourd'hui. Justement, nous avons une chercheuse qui travaille là-dessus, c'est Réjeanne Sénac. Réjeanne Sénac, vous avez la parole. Alors tout d'abord, merci pour cette invitation qui est vraiment intéressante puisqu'elle interroge les liens entre le politique, la recherche et l'économie, on le voit bien. Elle interroge les liens entre le pouvoir et le savoir, les spécificités françaises, les questions de plus de globalisation, le débat d'idées, mais aussi le rapport à l'action. Et on voit bien que ça montre un versant du politique qui est plus, comme le dit l'historienne John Scott, la négociation de l'impossible que la gestion du possible. Vous avez parlé, Monsieur le Président, d'une démarche qui dépasse la question des symptômes et qui travaille sur la transformation des causes. Si on veut parler en particulier de la question des inégalités, ce qu'il y a de central, et je vais en venir bien sûr à la question de l'égalité femmes-hommes, mais plus largement, ce qu'il y a de central, c'est que l'égalité, dans l'ordre lexical républicain, pour reprendre John Rawls, c'est notre principe premier. Et la manière dont nous sommes interpellés aujourd'hui, à la fois les politiques, mais aussi les intellectuels, et je trouve ça intéressant, cette idée que les intellectuels feraient le lien entre la recherche et les principes, c'est sur l'application de ce principe premier. On voit bien, et Irène Théry l'a abordé, que autour de la question de l'égalité femmes-hommes se joue un enjeu très complexe, qui est l'enjeu de pointer quelque chose qui n'est absolument pas confortable, qui est le fait de faire le procès de nos principes pour en être à la hauteur. Comment notre République peut arriver à s'émanciper d'un récit historique et d'une histoire qui a exclu, théoriquement, juridiquement, en particulier les femmes du contrat social, du droit de vote, d'éligibilité, mais aussi de tous les autres droits, pour le porter comme notre présent et une forme de cohérence vis-à-vis de notre passé. C'est pas parler de rédemption ni de rapport victimaire avec notre passé, mais c'est d'arriver à porter fièrement une République cohérente. Vous avez parlé de la place des femmes au sein des Gilets jaunes, et c'est intéressant parce qu'en effet, parmi les travailleurs pauvres, une majorité sont des femmes, parmi les pauvres, les femmes sont majoritaires. Et on voit que l'égalité femmes-hommes est éminemment politique, de la même manière que l'égalité entre les orientations sexuelles. Alors je vais rapidement, c'est politique à plusieurs titres. Politique parce que ça dit l'importance de ne pas avoir peur du dissensus et de ne pas être à la recherche perpétuelle du consensus. On a bien vu autour de l'opposition à l'ouverture de mariage civil aux couples de personnes du même sexe qu'il n'y a pas de consensus sur ce qu'est la République ou ce qu'elle doit être. Il y avait ceux qui défendaient une conception de la République comme vectrice de complémentarité et comme un héritage assumé de l'hétéronormativité, et puis celles et ceux qui défendaient au contraire le fait que la République, c'était la lutte contre les discriminations et l'application de l'égalité à toutes et à tous. Donc on voit là qu'il y a une conception d'une République émancipatrice. Le deuxième point qui est éminemment politique dans ces démarches, c'est qu'on passe d'une conception individuelle du ressenti des discriminations, du sentiment d'injustice, on l'a vu aussi autour du mouvement MeToo, cette idée que je subis des injustices, au nous solidaire et collectif, vers l'action. Et c'est là où on est vraiment en lien entre l'idée et l'action. Troisième point, c'est le rôle du droit. On l'a assez peu abordé. On l'a abordé pour la protection de l'état de droit, la protection de la démocratie libérale. Mais le rôle du droit me semble essentiel. Vous parliez d'inégalités salariales. En effet, les inégalités salariales sont
l'injustice qui est considérée comme la plus grave par nos concitoyens. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que pourtant, elle est dans notre code civil, à travail égal, salaire égal, dans notre code du travail, pardon, à travail égal, salaire égal, depuis 1972. Il y a eu différentes lois, et aujourd'hui, on peut se féliciter qu'il y ait un index qui intègre cet enjeu, et en même temps, là où je trouve qu'il y a une limite, c'est que cet index, il met ensemble des obligations légales, l'égalité salariale à travail égal, mais aussi le fait d'avoir une augmentation de salaire égale à la moyenne pour les femmes qui reviennent de congé maternité, et puis d'autres qui ne sont pas de l'obligation légale. Il donne encore 3 ans de sursis aux entreprises qui ne respectent pas le droit. Donc je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous sur l'importance d'impliquer les entreprises avec la responsabilité sociale des entreprises et aussi la responsabilité environnementale. Mais n'oublions pas que le droit, c'est ce qui dit à la fois ce qui est juste, la norme, mais ce qui se donne les moyens de l'appliquer par la sanction. Sinon, on est dans un droit hors la loi. Et souvent, en ce qui concerne l'égalité, on est dans un droit hors la loi. Et sur les questions d'égalité femmes-hommes, il faut aussi, et vous l'avez dit, Monsieur le Président, ne pas être dans un double standard et ne pas avoir une exigence plus grande pour des communautés qu'on va juger non conformes, et alors que nous sommes à nous trouver des excuses pour ne pas appliquer encore aujourd'hui ce droit qui est dans notre loi depuis quasiment 50 ans. Un dernier point. Il y a le rôle du droit. Dernier. On n'est pas nombreuses, alors on tient un peu la parole. Le pouvoir et le savoir, c'est ça. Le dernier point, c'est pour pouvoir porter des politiques et être à l'auteur de nos principes, et en particulier de ce premier principe qui est le principe d'égalité, il faut des moyens. Et là-dessus, vous avez fait de l'égalité femmes-hommes la grande cause nationale du quinquennat, et je trouve que c'est quelque chose qui est essentiel. Mais pour que ça ne soit pas de l'ordre du symbole, il faut maintenant se donner les moyens, aussi bien dans la lutte contre les violences, dans l'application de l'égalité salariale. En Espagne, il y a eu un pacte pour avoir 1 milliard d'euros pour lutter contre les violences faites aux femmes. Donc, soyons à la hauteur de nos principes, et c'est un engagement qui demande des preuves. Merci beaucoup, Réjeanne Sénac. On continue sur les inégalités de pauvreté avec Julien Damon. Alors moi, je vais prononcer un seul mot, mais il est compliqué à prononcer. C'est gilet jaunologie. Je pense que nous faisons un exercice extraordinaire de gilet jaunologie. Oui, j'ai inventé le terme, un néologisme, et qui m'épate parce que depuis le début de ce mouvement, on a à la télévision et maintenant à l'Élysée l'ensemble des intellectuels qui sont là pour nous dire combien ils ont toujours eu un peu raison, et combien leurs propositions peuvent remplir l'ensemble des problèmes de la société française. Maintenant, dans ce que j'ai entendu là, au-delà des questions de pauvreté, j'ai quand même l'impression qu'on veut investir dans l'enfance, dans la petite enfance, très bien. On veut investir dans la recherche, c'est normal du côté de la recherche et du monde des intellectuels, et on veut investir pour le changement climatique. Tout le monde dit « Ah, il y a plein de mots qu'on n'a pas prononcés ». Il y a un mot qu'on n'a pas trop prononcé, c'est celui de contraintes économiques. Et un autre, peut-être, qui est souvent prononcé, lui, sur les ronds-points, c'est celui du pouvoir d'achat. Alors, mon petit mot personnel, au-delà de la gilet jaunologie, je vous invite à essayer de le dire, c'est compliqué, c'est une grande crainte sur la capacité qu'on a à réconcilier justement ces pauvres qui se sont peu mobilisés, qu'il s'agisse des pauvres des quartiers, des pauvres des bidonvilles, des pauvres qui, perdus dans les minima sociaux, ne s'en sortent pas, et cette classe moyenne qui s'est mobilisée. Et ce, sous une contrainte extraordinaire qui est celle des fonds publics. Un effort a été fait pour la classe moyenne. Est-ce qu'il est possible d'en faire un autre en direction des moins favorisés? Merci Julien Damon. Laetitia Strauss-Bonnard, votre point de vue en gilet jaunologie, effectivement c'est compliqué à dire. Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, je voudrais partager avec vous une hypothèse sur les causes de ce que j'appelle le mal français. Ce mal qui éclate au grand jour depuis quelques mois, mais qui, nous le savons, ne date pas d'hier. J'habite Londres. Et voici ce que j'entends régulièrement de la part d'expatriés français. En France, on ne vous donne pas votre chance. Tout est compliqué. Et ici, je ne parle pas de traders, mais de chauffeurs de taxi, de cavistes, d'assistantes maternelles. Qu'est-ce que le mal français? D'où vient-il? Dans les diverses revendications qui se sont exprimées ces derniers mois, je retiens une chose. Les Français veulent plus d'État et moins d'État. Ils veulent moins d'impôts et plus de services publics. C'est une contradiction évidente. À cette contradiction s'en ajoute une autre. L'État en France est supposé toujours trop peu présent, trop peu protecteur, alors qu'il est parmi les États les plus présents et étendus du monde occidental.
Je pense que ces contradictions sont révélatrices d'une tension qu'il faut prendre au sérieux, car elle est profonde. Si nous ne savons répondre à l'insatisfaction sociale que par la détestation de l'État doublée de l'appel à l'État, c'est bien que quelque chose ne tourne pas rond, comme si nous avions été dépossédés de tout autre moyen d'action. D'où mon hypothèse, parce que l'État en France est omniprésent, trop centralisateur, trop uniforme, il a fini par confisquer la société civile et l'expression saine de celle-ci. Ce mal français est le fruit de notre histoire. Nous savons à quel point, depuis le temps des rois absolus, l'État a politiquement et administrativement centralisé le pays comme nulle part ailleurs, écrasé les particularités régionales, proposé l'ordre en échange de l'uniformité. Pour qu'on me comprenne bien, je ne suis pas libertarienne. Je pense que l'État a de grandes vertus. Historiquement, l'État fut un moyen exceptionnel pour organiser un monde anarchique. L'État soutient les plus démunis, l'État soutient la France, et l'uniformité d'un pays permet de construire du commun. Mais il y a un problème dans le cas français. C'est comme si chez nous, l'État n'était pas seulement le fruit d'une simple délégation de pouvoir, mais un léviathan nourricier qui avait confisqué à ses citoyens davantage de liberté que nécessaire. Voilà très brièvement pour les causes. Quelles conséquences ? D'abord, chez nous, l'État n'est plus considéré comme une entité régalienne, mais comme un pourvoyeur de services. Il nous a d'une certaine façon trop pris pour que nous le tolérions sous sa forme régalienne, comme si sa dette envers nous était inextinguible, nous considérant qu'il nous doit perpétuellement des choses. Et d'une certaine façon, c'est vrai. Je vois d'autres conséquences, 3. La première est que la France est un pays très inégalitaire. Pas en termes de revenus, non, en termes de statut. Notre État, pour acheter la paix sociale, a institutionnalisé le corporatisme, distribuant, validant, protégeant les statuts. Les fonctionnaires, les métiers protégés, un chômage et une retraite très élevés pour certains, misérables pour d'autres, la grande école versus l'université, le CDI versus le CDD. Sans parler de tous les avantages divers auxquels on peut accéder selon le réseau de connaissances dont on dispose. Il faut ajouter à cela, bien sûr, les inégalités territoriales. Les vraies inégalités résident dans ces différences. La deuxième conséquence est que la France est un pays politiquement fragile parce qu'il est beaucoup trop centralisé. Pourquoi ? Parce que la décentralisation permet de faire des erreurs locales qui ne portent pas à conséquence. C'est impossible dans un pays centralisé. La décentralisation permet aussi de demander des comptes aux élites. Or, ce n'est pas le cas en France. En fait, le système français n'est pas résilient parce que ceux qui prennent de mauvaises décisions pour le pays, l'élite, n'est jamais sanctionnée pour leurs erreurs. Et j'ajouterai une troisième rapide. conséquence, la France a fabriqué des laissés-pour-compte du mérite. Réussir en France, c'est avoir de bonnes notes à l'école, exercer une profession exigeant des capacités cognitives. Et l'étatisme a aggravé ce problème au sens où l'État, en apposant le sceau de la respectabilité sur les professions qui lui sont liées, a dévalorisé toutes les autres. Faire de l'argent, travailler avec sa main, en France, ce n'est pas valorisé. À ces 3 mots répondent 3 conséquences. Le ressentiment social, un fort anti-élitisme, un manque de reconnaissance. Merci. Je sais ce qu'on me répondra, que je veux sacrifier les services non, publics vous et ne livrer savez les pas. pauvres Français à l'horrible loi du marché. Mais c'est un contresens. Je pense qu'il est grand temps que quelque chose se passe, que l'État central soit là où on l'attend, mais aussi qu'il permette enfin aux Français d'être maîtres de leur destin individuel. Je vous remercie. Merci Laetitia Strauss-Bonnard. Peut-être une réaction un peu différente, un constat. Gilles Finkelstein, vous dirigez la Fondation Jean Jaurès. Merci Guillaume Bernard. L'heure tourne, donc je vois que la fatigue peut gagner et l'impatience aussi. Mais donc nous comptons sur votre esprit synthétique, Gilles. Donc je vais être bref au risque d'être lapidaire. Je voulais intervenir sur l'Europe puisque au début, il y a 4 heures de cette réunion, Monsieur le Président, vous disiez que ce que nous sommes en train de faire, c'est redéfinir un projet national et européen. Donc je voulais parler de l'Europe, et je vais d'ailleurs le faire, mais puisque vous nous avez invités à ce que ce soit autant que possible une conversation, ce qui n'est pas facile, non pas parce que nous sommes ici, mais parce que nous sommes nombreux, je voudrais rebondir sur 3 sujets qui ont été évoqués. Je vais le faire vraiment d'une phrase pour essayer d'exercer un droit de suite. Le premier est sur la démocratie et les institutions, et notamment sur la fonction présidentielle. Vous avez dit que vous étiez le dernier à pouvoir vous exprimer sur le sujet, c'est possible, mais vous êtes aussi le premier à pouvoir agir. Et donc, ma question n'est pas de savoir sur la durée du mandat ou les pouvoirs, mais c'est est-ce que vous avez le sentiment, 2 ans après votre élection, qu'il y a une excessive concentration des pouvoirs autour du président de la République ? Deuxième question sur la méthode de gouvernement. Dans un pays qui, plus qu'ailleurs, sacralise
la loi, la même loi pour tous, une loi pour toujours. Vous avez prôné l'expérimentation et l'évaluation. Et à plusieurs reprises, on a pu avoir le sentiment que vous étiez en réalité un peu plus hésitant sur l'expérimentation. Lorsque ce sujet est évoqué par Daniel Cohen ou par Agathe Cagé sur l'expérimentation du revenu de base, en invoquant le risque de différenciation qui est lié à l'expérimentation, et sur l'évaluation, lorsque cette question a été posée pour l'ISF, à dire que en fonction de l'évaluation, eh bien, des conséquences pourraient en être tirées. Donc, est-ce que vous croyez toujours à l'expérimentation et à l'évaluation? Enfin, dernier rebond sur la question des inégalités, et notamment de cette question des droits de succession qui a été évoquée à plusieurs reprises. Durant la campagne présidentielle, vous avez essayé de faire pivoter le débat sur les inégalités, en passant de la redistribution à l'émancipation, de l'égalité des conditions à l'égalité des chances. Et dans cette optique-là, la question des droits de succession aurait pu avoir toute sa place dans votre projet. Or, à plusieurs reprises, et ce soir encore, vous avez semblé modérer votre enthousiasme là-dessus. Et donc ma question est d'essayer de comprendre quelles sont les raisons. Est-ce que c'est une raison philosophique? Vous avez le sentiment qu'il faut pouvoir transmettre le fruit de son travail? Est-ce que c'est une raison technique? Vous avez considéré que l'équilibre actuel est satisfaisant? Ou est-ce que c'est fondamentalement une raison politique? Vous considérez que les conditions ne sont pas réunies? Merci Gilles Finkelstein. Et l'Europe il y a une attendra. question. Il y a une question, vous l'avez posée, on va laisser le président de la République répondre. Merci beaucoup. Non, beaucoup de sujets ont été abordés. Je vous remercie d'avoir replacé aussi les sujets de justice, de travail au cœur de ce débat et de pauvreté. Alors, je vais répondre évidemment aux questions de Gilles Finkelstein. Je voulais dire quand même d'un mot. Bon, j'ai pris votre point et nos comparaisons. Je ne suis pas sûr que la comparaison luxembourgeoise soit la plus signifiante. Aussi parce qu'un système de marché intégré, en effet, favorise le petit acteur mobile. Mais si vous avez besoin d'aller chercher le travailleur modeste luxembourgeois, il habite côté français, il existe. C'est plus difficile d'être le transfrontalier de la France dans beaucoup d'endroits sur ce secteur-là. Et donc on voit bien les limites, en tout cas, du fonctionnement européen. Je le prends pour faire écho à la question européenne. L'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, ce qui est pour moi l'un des principaux défis qu'on a aujourd'hui et qui peut être, quand on fait ces comparaisons, véritablement quelque chose qui le tue progressivement, c'est que l'Europe a été pensée comme un projet de paix, de prospérité, de liberté, mais où il y avait l'idée d'une convergence. Et que les 15 dernières années ont complètement coupé avec cette idée de convergence. Et beaucoup de régions transfrontalières ont à vivre cela. Et ce que vous décrivez dans la comparaison franco-luxembourgeoise, on pourrait le tirer bien plus loin si on prenait ce cœur de l'autarcie productif avec le sud européen. Et on pourrait voir les divergences qui se sont installées, l'absence de solidarité avec laquelle nous avons géré la crise de 2008-2010 et les conséquences que ça a eues. Et je dirais à cet égard, la France, il faut quand même qu'on se compare avec honnêteté, a beaucoup moins souffert que